20 millions de citoyens soviétiques sont morts de ses mains. Pendant un quart de siècle, il a dirigé son immense empire d'une main de fer impitoyable. Depuis plus d'un siècle, l'histoire des origines de Joseph Staline a oscillé entre rumeurs, propagande et biographies soigneusement éditées. Les registres paroissiaux d'une ville géorgienne tranquille racontaient une histoire. Ses rivaux politiques en diffusaient une autre. La presse étrangère inventait la sienne. Au moment où la guerre froide se cristallisait dans l'histoire, la question de la lignée de Staline était devenue une arme, utilisée pour l'attaquer, le défendre ou remodeler sa légende. Désormais, grâce aux analyses ADN modernes et à des documents d'archives longtemps oubliés, ce brouillard commence à se dissiper. Les preuves ne proviennent ni de discours ni de mémoire, mais de chromosomes, de sépultures et de formulaires de recensement, chacun renvoyant à un lieu unique et à une lignée profondément ancrée dans les montagnes du Caucase. Les registres de Gori. Au cours de l'hiver 1878, un nouveau-né a été baptisé à la cathédrale de l'Assomption de Gori, une modeste ville géorgienne nichée au pied du Caucase. Le registre paroissial a inscrit l'enfant sous le nom d'Ioseb, fils de Bessarion Djougachvili et d'Ekaterine Geladze. Les deux parents y figuraient comme géorgiens orthodoxes, leur nom tracé d'une écriture soignée par un prêtre de paroisse ayant servi la communauté durant des décennies. L'acte figurait parmi des dizaines d'autres du même mois, chacun notant l'ethnie, la foi et la parenté avec la même précision discrète. 5 ans plus tard, le recensement de 1883 de Gori a enregistré le foyer des Djougachvili. Le formulaire impérial, rempli par un administrateur russe, décrivait Bessarion comme cordonnier, Ekaterine comme femme au foyer, et leur fils Ioseb comme étant de nationalité géorgienne et de religion orthodoxe. Rien dans le document ne suggérait d'ambiguïté. Il reflétait la réalité d'une ville, où la plupart des habitants partageaient la même langue, les mêmes coutumes et la même foi. Les dossiers scolaires ont suivi le même modèle. Lorsqu'Ioseb est entré à l'école religieuse de Gori en 1888, le registre de classe le mentionnait comme géorgien. Lorsqu'il a intégré le séminaire théologique de Tiflis en 1894, le registre d'inscription reprenait les mêmes détails. Nom, parenté, ethnie, sans la moindre variation. Chaque dossier émanait d'une autorité différente, l'Église, l'État ou l'école. Pourtant, tous racontèrent la même histoire. Ces documents n'étaient pas de simples notes informelles. Dans l'Empire russe, l'ethnie et la religion dictaient l'imposition, la conscription et l'éducation. Les responsables des registres se méfiaient souvent des étrangers et les incohérences passaient rarement inaperçues. Si des doutes avaient plané sur les origines de Staline, ils seraient probablement apparus dans ces dossiers. Au lieu de cela, les documents administratifs révèlent une enfance ancrée dans la culture géorgienne. Enfant, il se faisait appeler Koba, un pseudonyme tiré d'un héros populaire géorgien. C'était un détail infime, mais qui témoignait d'un lien profond avec les traditions locales. Des registres paroissiaux aux formulaires de recensement, en passant par les registres scolaires, le message restait le même. La famille Djougachvili appartenait bel et bien au monde géorgien. L'ascendance comme arme politique. Après la révolution russe, les origines de Staline cessent d'être une simple affaire d'archives paroissiales pour devenir une arme politique. En 1917, à Tiflis, des dirigeants mencheviks font circuler des pamphlets affirmant que le père de Staline, Bessarion, n'était pas géorgien, mais ossète. L'accusation visait moins la généalogie que la loyauté. En contestant ses racines, ses rivaux cherchaient à saper sa crédibilité auprès des révolutionnaires géorgiens et à le dépeindre comme un intrus. Les rumeurs se propagent rapidement dans les cercles d'exilés et les réseaux politiques. Dans le chaos de la guerre civile et des frontières mouvantes, l'ascendance devient un sujet sensible. L'identité dicte alors les allégeances, et les murmures sur un sang étranger sont des outils puissants dans les luttes de factions. Au début des années 1920, alors que Staline consolide son pouvoir, les enjeux changent de dimension. En 1923, le département de la propagande du Comité central publie une directive, connue plus tard sous le nom de Circulaire 47.
Elle ordonne aux membres du parti de rejeter et d'étouffer toute mention d'ancêtres non géorgiens dans la biographie de Staline. Ce qui avait commencé par un contrôle des rumeurs se transforme en une campagne de censure systématique. Le Glavlit, l'organe créé pour surveiller la littérature et l'édition, passe désormais les manuscrits, les journaux et les livres au peigne fin. Les rédacteurs reçoivent l'ordre de supprimer toute référence au folklore local ou tout indice d'une origine mixte. Les textes antérieurs à la Révolution sont modifiés ou détruits. L'image officielle est claire, Staline est un Géorgien de pure souche prolétarienne. En août 1935, l'arrêté numéro 47 du Glavlit va plus loin, interdisant toute publication non vérifiée sur la famille ou la jeunesse de Staline. Les éditeurs sont désormais contraints d'aligner chaque ligne sur le récit officiel. Le moindre écart peut conduire à des accusations d'activité contre-révolutionnaire. À la fin de l'année, la Pravda le célèbre comme le fils du peuple géorgien et du prolétariat russe, ne laissant plus aucune place à la spéculation. Hors des frontières soviétiques, ce silence alimente de nouvelles rumeurs. Des exilés russes blancs lui prêtent des origines arméniennes ou juives. Plus tard, les propagandistes nazis amplifient ces récits, espérant ainsi fragiliser la position de Staline auprès des différentes ethnies. À l'intérieur de l'URSS, la censure finit par effacer toute voix dissonante, modifiant ou retirant de la circulation plus d'1 millier de textes. Ce qui n'était autrefois que de simples données paroissiales est devenu un champ de bataille. L'ascendance est devenue un outil de propagande et la vérité a disparu sous des couches de rumeurs, de censure et de calculs politiques, une capsule temporelle génétique. Les versants sud du Caucase portent l'empreinte de l'homme depuis des dizaines de milliers d'années. Sur le site de Dmanisi, en Géorgie, les archéologues ont mis au jour des restes d'hominidés vieux de près de 1,8 million d'années, l'une des preuves les plus anciennes de nos ancêtres hors d'Afrique. Mais ce qui rend cette région vraiment remarquable, c'est la présence longue et continue d'Homo sapiens. Des outils de pierre, des foyers et des tumulus témoignent d'un peuplement ininterrompu remontant à plus de 30 000 ans. Tandis que les glaciers avançaient et reculaient à travers l'Eurasie, le Caucase est devenu un carrefour. Les premiers agriculteurs migraient vers le nord depuis le croissant fertile, alors que les éleveurs des steppes descendaient vers le sud. Pourtant, les montagnes et les vallées fluviales profondes ont formé des barrières naturelles. Des populations sont souvent restées isolées, préservant ainsi d'anciennes lignées génétiques bien après leur disparition ailleurs. C'est pourquoi les généticiens décrivent le Caucase comme une sorte d'archive vivante. En 2014, une étude parue dans la revue Nature a cartographié l'ADN des populations régionales et a révélé que les Géorgiens et leurs voisins portent un mélange rare, celui des agriculteurs du néolithique et des chasseurs-cueilleurs indigènes. Cette combinaison est peu commune en Europe comme au Moyen-Orient. Des sites archéologiques tels que Trialeti et les établissements de la culture Koura-Arax révèlent une continuité frappante. Des chambres funéraires vieilles de plus de 4000 ans présentent des caractéristiques squelettiques correspondant étroitement à celles des Géorgiens d'aujourd'hui. L'analyse isotopique des os et des dents montre que le régime alimentaire et les sources de nourriture sont restés stables pendant des millénaires, suggérant une stabilité démographique à long terme. Les tests génétiques effectués sur des restes anciens ont identifié des lignées d'ADN mitochondrial qui apparaissent encore dans les villages actuels. Des chercheurs du Musée national de Géorgie ont décrit le patrimoine génétique de la Géorgie centrale comme un fossile vivant des populations de l'âge du bronze. Leurs études suggèrent que plus de 80% du matériel génétique de la région du Kartli peut être tracé directement jusqu'à des individus ayant vécu là il y a des milliers d'années. La géographie a joué un rôle décisif. Les hautes montagnes, les gorges profondes et les vallées isolées ont limité le mouvement des armées et des migrants. Alors que des empires et des tribus déferlaient sur les plaines environnantes, de nombreuses communautés géorgiennes sont restées relativement préservées. Au fil des siècles, cet isolement a créé non seulement une diversité culturelle, mais l'une des mosaïques génétiques les plus complexes de la planète. Les études modernes montrent que si les Géorgiens partagent certains marqueurs avec les groupes voisins, ils possèdent également des clusters distincts qui les différencient des populations slaves, turciques et moyen-orientales.
Même au sein de la Géorgie, de subtiles nuances génétiques séparent les régions, façonnées par le relief et l'histoire locale. Ces découvertes fournissent le contexte scientifique de l'ascendance de Staline. Elles suggèrent que la population autour de son lieu de naissance n'était pas le fruit d'un brassage récent, mais s'inscrivait dans une lignée génétique profonde et continue remontant à la préhistoire. Les preuves génétiques. Les généticiens modernes se sont tournés vers la région de Gori pour traiter le long débat sur l'ascendance de Staline. En l'absence d'ADN direct du dirigeant lui-même, les chercheurs se sont appuyés sur la modélisation statistique, les profils génétiques régionaux et l'analyse de ses descendants vivants. La percée la plus importante est venue d'un test d'ADN Yates réalisé sur Alexandre Bourdonsky, le petit-fils de Staline par son fils Vassili. Les résultats ont placé Bourdonsky, et par extension la lignée paternelle de Staline, au sein de l'aplogroupe G2AUA. Ce marqueur n'est pas seulement commun en Géorgie, il apparaît à des fréquences particulièrement élevées dans la région de Kartli, où se situe Gori. Dans certains secteurs de la Kartli, environ 35% des hommes portent le chromosome IK G2A, ce qui en fait l'une des signatures génétiques les plus distinctives de la région. Les généticiens des populations ont utilisé ces informations pour construire des modèles statistiques. En comparant le profil d'ADN IK de Bourdonsky à de vastes ensembles de données régionales, les chercheurs ont calculé la probabilité des différentes origines ancestrales. Les résultats ont montré une probabilité de 93% qu'un homme possédant cette signature génétique, né à Gori à la fin du 19e siècle, soit d'origine géorgienne. Ce chiffre provient d'algorithmes de classification qui analysent des centaines de marqueurs IDESTR et les comparent à des milliers d'échantillons à travers le Caucase. Un faible pourcentage résiduel se recoupe avec les populations ossètes et arméniennes, ce qui est prévisible dans une région façonnée par des siècles de migration et de mariages mixtes. Mais le signal statistique pointe toujours massivement vers une origine géorgienne. Les généticiens expliquent que l'aplogroupe G2AEA représente une lignée ancienne profondément enracinée dans le Caucase. Cette même branche apparaît dans des restes squelettiques exhumés près de Gori avec une continuité remontant à au moins 3000 ans. Lorsque l'ADN de Bourdonsky est passé au crible de modèles bayésiens modernes, il se lie étroitement aux échantillons du Kartli et reste distinct des groupes ossètes et arméniens. L'absence de l'ADN propre de Staline impose certes des limites à la certitude, mais les méthodes sont considérées comme fiables. L'héritage du chromosome IK se transmet directement de père en fils, restant globalement inchangé au fil des générations. Cela en fait un outil puissant pour retracer l'ascendance paternelle lorsque les échantillons directs font défaut. L'ampleur des données régionales et la précision des marqueurs renforcent la confiance dans ce chiffre de 93%. Même si l'ADN de Staline lui-même était testé, les scientifiques estiment qu'il correspondrait au profil déjà observé chez son petit-fils et dans la population du Kartli. Ces conclusions font plus que répondre à une vieille rumeur. Elles montrent comment la science génétique moderne peut balayer des décennies de propagande, ramenant l'histoire des origines de Staline vers les montagnes et les vallées où elle a commencé. Le corps comme preuve. Les traits physiques de Staline portaient en eux les marques discrètes de ses origines. Son pied gauche présentait une fusion des deuxième et troisième orteils, une anomalie connue sous le nom de syndactylie. En Géorgie, cette particularité touche environ 4% de la population, un taux nettement plus élevé que dans la majeure partie de l'Europe. Les dossiers médicaux du Kremlin, restés secrets pendant des décennies, mentionnaient cette malformation ainsi que sa petite taille et les cicatrices laissées par la variole durant son enfance. Aucun de ces traits n'était inhabituel dans la région de Kartli, autour de Gori. Des enquêtes médicales régionales du début du XXe siècle recensaient déjà des cas similaires chez les montagnards géorgiens. Aujourd'hui, les généticiens relient ces anomalies aux mêmes populations ancestrales identifiées par les études d'ADN. En ce sens, le corps même de Staline conservait les traces de l'histoire génétique profonde de cette région. Son accent constituait un autre indice.
Même après des années passées à Moscou, Staline ne perdit jamais son intonation géorgienne prononcée. Ses collègues, comme ses rivaux, soulignaient souvent son russe saccadé aux sonorités étrangères. Cet accent le distinguait au sein des cercles restreints du Kremlin, rappelant sans cesse qu'il venait des confins méridionaux de l'Empire, et non de son cœur slave. L'historien Simon Sebag-Montefiore soutient que ces signes extérieurs, son accent, ses pieds, ses cicatrices, ont renforcé chez lui un sentiment de distance permanent. Ils ont influencé le regard des autres, mais aussi la perception qu'il avait de lui-même, favorisant la prudence, la suspicion et le détachement émotionnel. Les archives médicales et les traits physiques, examinés aux côtés des preuves génétiques, tracent une ligne directe des montagnes de Géorgie jusqu'au couloir du pouvoir soviétique, les limites de l'ADN. La Seconde Guerre mondiale a engendré une génération de dirigeants dont l'histoire personnelle s'est muée en mythe politique. Des rumeurs d'ascendance cachée ont entouré Staline, mais aussi Churchill, Hitler et Roosevelt. En 2023, une étude mondiale portant sur les biographies et les archives de presse a révélé que 68% des grands chefs de guerre ont fait l'objet d'allégations sur des origines secrètes ou falsifiées. Seule une infime partie de ces cas a pu être éclaircie par des preuves archivistiques ou génétiques. Dans le cas de Staline, la recherche génétique moderne a permis de dissiper des décennies de spéculations, mais même les tests les plus poussés ont leurs limites. La génétique peut confirmer une lignée paternelle ou retracer des migrations ancestrales. Elle ne peut cependant expliquer ni l'idéologie, ni l'ambition, ni les décisions qui ont façonné le XXe siècle. L'ADN révèle des racines, pas un caractère. Il montre d'où l'on vient, pas pourquoi l'on a régné ainsi. L'ascendance de Staline, comme celle de ses contemporains, montre comment le mythe et la preuve s'entrechoquent et comment la science peut éclairer le passé alors même que les questions profondes sur le pouvoir et la personnalité restent sans réponse. Aujourd'hui, la science redéfinit les contours de l'identité historique, bien après que la propagande a tenté de les forger. L'ADN ne peut ni excuser ni condamner, mais il peut rétablir la vérité sur des vies enfouies sous les rumeurs. À une époque de désinformation, les preuves comptent. Quand le mythe s'efface devant les données, l'histoire gagne en clarté, si nous choisissons de regarder.